Alors, pour le dernier quart d'heure de cette table ronde, citoyens et environnement, je vais demander à Chantal Joanneau de bien vouloir rejoindre les panélistes. Chantal Joanneau, présidente de la CNDP, Commission nationale du débat public, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, ancienne ministre des Sports, ancienne présidente de l'ADEME. Denis, tu n'oublieras pas de préciser les autres titres. 12 fois championne de France de karaté, voilà, me semble-t-il, exactement. donc c'était extrêmement important. Ce qui, en matière d'environnement, qui est un peu un sport de combat, n'est pas totalement inutile. Mais le karaté, c'est aussi l'art de retenir ses coups, si j'ai bien compris, cher Chantal, donc de maîtriser tout cela. Vous noterez au passage l'importance de l'ADEME. On a le président de l'ADEME à cette table ronde, une ancienne présidente de l'ADEME, Michel Papalardo, ancienne présidente de l'ADEME dans la salle, et une ancienne directrice générale. L'ADEME remonte en force, force de proposition. Il faut bien reconnaître que oui, c'est ça. Je voulais juste dire un tout petit mot par rapport à mon coin d'Occitanie. Juste c'est pas pour compléter, mais ce que vous disiez sur le réseau, il y a aussi le terme de péréquation qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le kilowattheure payé, non pas par quelqu'un qui est chez EDF, mais par mois, ça doit être 17 centimes du kilowattheure, me semble-t-il, peut-être 18. Bon, c'est à peu près ça. Pardonnez-moi pour l'imprécision. Mais ce prix-là, si vous voulez, à la fois dans mon Tarn natal, avec une ferme qui est paumée donc à 7 km de n'importe quel village, ou bien en Lozère, sur l'Aubrac ou ailleurs, c'est le même prix, évidemment, qu'à Bordeaux, c'est le même prix qu'ici. Donc là, il y a une solidarité qui se passe aussi grâce au réseau, qui soit d'ailleurs effectivement de 400 000 volts ou bien de 60 000 volts récupérés après par Enedis. C'est quand même ça qui est derrière aussi. Et il faut aussi donc toujours un petit peu l'avoir en tête. Enfin, c'est ce que vous disiez, mais c'est important aussi en matière de cohésion. Même si les prix, on le sait, vont quand même bien s'envoler, on s'en doute. Alors nous avons donc effectivement, cher Chantal Joanneau, donc là aussi, a besoin d'avoir votre éclairage. Là, vous avez été là aussi, donc on peut consulter donc ce qui se passe sur donc dans le débat public avec vous. Et je le disais donc tout à l'heure, vous avez une grosse expérience en éolien maritime. Voilà, vous en avez moins en éolien terrestre parce que à partir du moment où on va convoquer le débat public, il faut quand même que ce soit un peu des grosses unités. Qu'est-ce que vous avez recensé? Parce que vous avez fait un bilan de 14 débats publics donc en mer. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Quels sont les arguments qui ressortent depuis plus d'une dizaine d'années? Ça va venir, ça va venir. Est-ce qu'il marche? Oui, il fonctionne. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je m'excuse auprès de toutes les personnes dans cette salle qu'on embête assez régulièrement avec les débats publics, parce que je sais qu'on a un niveau d'exigence assez important et que c'est un exercice très difficile pour les maîtres d'ouvrage de participer à un débat public. Donc ça étant fait, on peut venir effectivement au bilan des bilans. En perspective de la préparation de ce colloque, on s'est dit, tiens, mais on a déjà fait 14 débats publics et concertations sur tous les projets de parcs éoliens en mer qui ont été envisagés en France. Et donc, ce serait intéressant de voir si les arguments ont évolué, quels sont les arguments qui sont le plus fréquemment mobilisés dans le cadre de ces débats publics, et puis les recommandations qu'on a faites, est-ce qu'elles ont été suivies ou pas. Et en termes d'arguments, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien distinguer les arguments qui vont porter sur l'opportunité de l'éolien en mer, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire ou pas faire de l'éolien en mer, de tous les autres arguments qui vont plus porter sur les caractéristiques des parcs qui sont envisagés ou leurs alternatives. Et ça, c'est important parce que nous, quand on fait du débat public, on essaie de le faire, on veut le faire, et il doit se faire tôt dans la construction du projet, le plus tôt possible, à un moment où vous envisagez votre projet, où vous vous dites, tiens, on va pouvoir encore potentiellement y renoncer, mais surtout complètement le repenser en fonction de ce qu'aura dit la population. Et donc, quand on est dans cet esprit ouvert de presque co-construction, finalement, du projet, on gagne du temps. Et donc, dans les arguments qu'on entend, il y a des arguments sur l'opportunité, et on ne va pas se voiler la face. Souvent, ce sont des arguments qui vont porter sur le coût de l'éolien en mer, alors ça de moins en moins, puisque c'est de moins en moins cher, mais sur le coût de l'éolien en mer, sur sa contribution à la décarbonation du mix énergétique, donc des arguments qui vont toujours être mis en opposition avec le nucléaire. Donc dans ce débat sur l'opportunité, malheureusement ou heureusement, enfin c'est comme ça, vous retrouverez toujours éolien en mer versus nucléaire. Et puis il y a tout le reste des arguments qui sont finalement les plus nombreux, qui vont offrir des marges de négociation. Ça va définir vos conditions de faisabilité de votre parc éolien en mer en offrant des marges de négociation sur ces impacts. Premier élément qu'on retrouve tout le temps, c'est vous venez nous voir là pour débattre de ce projet, mais c'est quoi le coup d'après ?
c'est la planification. Ouais. On a besoin de voir clair sur la planification et le développement de l'éolien en mer, façade par façade, zone par zone. On a eu le cas récemment quand on a fait le débat public sur l'éolien en mer en Normandie, où on nous a dit, attendez, on a déjà eu beaucoup de projets de parcs, là on en aura encore un, mais c'est quoi le suivant? Donc ça, c'est le premier argument qu'on entend très souvent. Le deuxième argument qu'on entend très souvent, c'est on souhaite des projets qui soient au maximum des projets avec des retombées territoriales. Les attentes en termes de création d'emplois, de retombées économiques sont toujours extrêmement fortes et en même temps, elles sont toujours sujettes à suspicion. C'est un des sujets sur lesquels on a le plus de demandes d'expertise en nous disant le maître d'ouvrage nous dit ça, mais est-ce que c'est sûr? Donc c'est un des sujets sur lesquels on a le plus, pas de contestation, de demande de est-ce que c'est vrai ce que nous dit le maître d'ouvrage. Autre élément évidemment important sur les retombées socio-économiques, c'est pour les acteurs du monde de la mer, en particulier les pêcheurs. Depuis le tout premier débat public, donc c'était en 2010, les pêcheurs demandent s'ils pourront pêcher au milieu des parcs. À l'époque, on parlait de parcs éoliens posés. Donc, est-ce qu'ils pourront pêcher? Et s'ils ne peuvent pas pêcher, quelles seront les compensations? Sujet sur lesquels aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On n'a toujours pas de réponse. Ce qui peut expliquer un certain agacement de la part du monde de la pêche. Autre argument qu'on retrouve depuis le tout début, depuis les premiers débats publics, les questions environnementales. Dans les questions environnementales, peut-être de manière tout à fait abusive, je mets les questions paysagères. Sur l'environnement, depuis le premier débat public, dès lors qu'on débat le plus en amont possible, c'est logique qu'on s'intéresse aux conséquences environnementales. Est-ce qu'on a beaucoup de données ou pas là-dessus? Justement, ça c'est un des problèmes majeurs, c'est qu'on n'a pas ou peu de données. Impact sur la faune marine, impact surtout sur l'avifaune. C'est un des sujets là qui est très fort sur le débat public qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine sur le parc dit peut-être abusivement projet de parc éolien à Oléron. Nous on appelle ça des parcs Nouvelle-Aquitaine parce qu'on élargit beaucoup la zone où les associations nous disent mais c'est un couloir de migration, on n'a pas assez de données pour savoir s'il faut le mettre là ou s'il ne faudrait pas peut-être le déplacer un peu. Donc le manque de données environnementales, c'est un écueil auquel on est confronté depuis le tout début et qui fait que le public nous dit de quoi va-t-on débattre puisque vous n'avez pas les données pour qu'on puisse en débattre. Et puis l'impact paysager, évidemment. Quand on fait du débat public, on a toujours des photomontages, c'est normal puisqu'on est là pour informer le public. Et il y a toujours quand même un certain étonnement, c'est-à-dire que le public, on lui dit vous verrez pas les éoliennes, mais en fait si, il va voir les éoliennes dans certaines conditions, mais il va voir les éoliennes. Et là aussi sur les photomontages, c'est un sujet sur lequel on a régulièrement des demandes d'expertise contradictoires ou complémentaires puisqu'on conteste la qualité des photomontages. Donc ça c'est sur les arguments, et ce qui est intéressant, c'est que ça évolue pas fondamentalement dans le temps. Ça évolue pas fondamentalement, et donc sur cette base-là, on a pu émettre un certain nombre de recommandations. Je ne vais pas balayer toutes les recommandations, la note est publiée, elle sera disponible dès aujourd'hui. C'était un spécial cadeau pour Jean-Louis Ball, donc elle sera publiée dès aujourd'hui. Mais il y a des recommandations qui s'adressent en fait pour l'essentiel au pouvoir public, sur l'accélération de la recherche et de données dans le domaine environnemental, sur les réponses à apporter au monde de la pêche, sur peut-on pêcher ou pas, dans quelles conditions, si on ne peut pas pêcher, quelles compensations. Et surtout, cette question très sensible, on en a beaucoup débattu avec Virginie, cette question très sensible de la planification. Aujourd'hui, entre la planification de la PPE, qui fixe des objectifs, mais pas par façade, et les DSF, il y a un gap, il manque quelque chose. La durée en fait de la PPE est pas suffisante pour y voir clair au regard d'ailleurs des besoins de l'industrie énergétique. La précision des zones aussi n'est pas suffisante. Le zonage, donc le fameux zonage là aussi. Donc le zonage, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les débats publics, que ce soit de la part des acteurs du monde de l'énergie, de la part du public, des acteurs du monde de la mer. On veut y voir clair sur comment on va occuper cet espace dans l'avenir. Donc on a tous ces éléments. Bon, en plus c'est sorti, je crois aujourd'hui, Arnaud, donc un sondage, donc à la fois Louis Harris et ADEME, sur disons que 73% des Français avaient une opinion positive de l'éolien. C'était ça. Bon, dans les Hauts-de-France, ils étaient un peu plus chauds quand même, donc c'est ce qu'on avait vu aussi. Mais globalement, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une
bonne image. Alors, après, dans le détail, vous êtes riverain, vous avez ce truc qui ressort aussi assez souvent. Ça va faire baisser le prix du mètre carré. Je suis pour l'éolien, mais évidemment pas chez moi, parce que ça va faire baisser le prix de ma maison. Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une pérennité quand même depuis le début. C'est ce que nous dit donc Chantal Joanneau sur les différents arguments qui sont apportés. Et ça continue. C'est-à-dire que ça continue. Et enfin, ce qu'on entend aussi, c'est que vous faites donc des recommandations donc à l'État. Voilà. Est-ce que ça recoupe un peu ce que disait ce matin, on va dire, Éric Orsena, qui disait les gens ont le sentiment d'avoir une chose qui tombe vraiment sur eux, et ils voient un sujet qui est imposé, ou alors effectivement c'est un maire qui ne va pas informer sa population, là je parle mettons de l'éolien terrestre, et les gens vont découvrir un peu du jour au lendemain que on va avoir cette éolienne, oui mais ça va être bon pour tout le monde. Dans le conseil municipal vous avez effectivement un agriculteur qui va louer ses terres aussi et derrière. Voilà, c'est tout ça aussi qui participe à une suspicion. Alors là c'est pas que l'État, quand je suis au niveau local c'est pas forcément l'État, mais quand même, on dirait qu'il y a un peu un manque quand même soit d'information, mais il y a une manière de savoir faire. Oui. Alors, il y a eu des grandes évolutions. Il faut quand même savoir qu'auparavant, quand on faisait des débats publics sur des projets de parc, c'était une fois que le zonage avait été défini, le parc attribué, donc c'était trop tard. La loi a été corrigée, maintenant on fait le débat public avant, ce qui permet d'identifier les zones et ce qui est beaucoup plus cohérent finalement avec ce qu'on attend du débat public et l'enchaînement des différentes décisions. Donc ça a été vraiment un grand progrès. Ce qu'on voit effectivement dans les débats publics, et donc là on peut aussi mettre les conclusions du débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2018. Ce débat public, il était très intéressant puisque il y a une forte demande de territorialisation des énergies. Enfin, ça, c'est un peu une tarte à la crème pour vous tous qui êtes dans cette salle. Mais le lien avec le territoire, et c'était sorti fortement du débat sur la PPE en 2018, et doit être extrêmement... il doit être démontré finalement. Ces grands projets dont on a le sentiment qui viennent de l'État et qui n'ont pas du tout été négociés par le territoire, manifestement ça n'est plus possible. C'est pas comme ça que ça se passe, mais ça n'est plus, en tout cas ça n'est pas envisageable pour les habitants des différents territoires. Donc c'est vrai que plus le projet a une taille industrielle, plus il est grand, plus la récrimination du c'est pas un projet du territoire va être forte. Bon, donc les différentes recommandations que vous avez effectuées. Qu'est-ce qui vous rend quand même optimiste aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez donc les gens qui s'emparent de cette affaire-là parce qu'ils ont une sensibilité à l'environnement donc très large, ou bien aussi parce qu'ils sont directement impliqués, parce qu'ils habitent le territoire, quoi. Il y a un peu un mélange des deux ou... Je suis obligée d'être neutre. Oui, bon d'accord. Je lançais la question, Chantal. Pour autant, ce qu'on peut dire, et vous verrez si c'est du positif ou pas, c'est que, en tout cas, l'argument de la transition écologique, il est 100% partagé. C'est-à-dire les arguments des climato-sceptiques dans nos débats publics, on en a entendu une fois récemment, mais c'est rarissime, vraiment rarissime. De la même manière, et c'est pour ça qu'on a sorti ce document, le message que je veux vous dire, c'est que la critique des parcs n'est pas nécessairement la critique en opportunité de l'éolien en mer. Le public, il donne plein de marges de négociation. Il donne plein de conditions de faisabilité des parcs. Et donc, c'est pas parce que certains peuvent parfois crier plus fort ou avoir plus l'habitude de s'exprimer devant les médias que ça va refléter nécessairement ce que pense tout le public. Merci pour cette précision. Est-ce que nous avons sur ce thème-là je ne sais pas si nous avons des questions ou pas. Non, non, il est parti, non, mais c'est pas grave. Non, mais Philippe, là, on te récupère un peu le temps, c'est pour ça que c'était bien là pour toi. J'allais chercher les questions. Il y en a une pour Chantal Joanneau. Vous avez parlé de la R&D sur l'environnement tout à l'heure. Pourquoi pas de la R&D tout court sur l'éolien ? Quand on a voulu développer le charbon en France, on a créé le CERCHAR, Centre d'études et de recherche sur le charbon, qui a disparu aujourd'hui. Quand on a voulu travailler sur le pétrole, on a créé l'IFP au départ. Pardon. IFP, Institut français du pétrole, devenu l'IFPEN, Énergie nouvelle. Bien sûr, quand on a voulu travailler sur le nucléaire, on a créé le CEA. CEA, 75 ans d'existence à 14 000 personnes qui travaillent sur, pour moitié le nucléaire civil, pour moitié le nucléaire militaire.
Là, récemment, engendré, non pas créé, l'INES, Institut national de l'énergie solaire, pour travailler sur le photovoltaïque. 90% de chercheurs du CEA, on va dire recyclés, le mot est trop fort, et le reste de chercheurs CNRS. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas en France de CNRE, Centre national de recherche éolien? On veut des emplois industriels, on veut démarrer une filière, on veut partir sur l'offshore. Je ne dis pas de créer un nouveau truc, mais de récupérer tout un tas de savoir-faire, de domaines d'excellence, au CEA par exemple, mais ailleurs. L'ADEME pourrait coordonner tout ça. Mais Virginie peut aussi répondre, oui, puisqu'en tant qu'ancienne directrice générale de l'ADEME, la question elle a peut-être déjà été posée. Je pense qu'Arnaud il répondra mieux à ça, mais pour ce qui est de la recherche dans le domaine de l'environnement, c'est que là, franchement, on a du retard. Sur la connaissance justement des impacts sur la faune marine et sur la vie-faune, on a un énorme retard en France. Alors, on a l'Office français sur la biodiversité qui travaille sur ces sujets-là. Il y a un certain nombre de projets d'ailleurs, éolien, environnement, biodiversité, que ce soit l'éolien offshore ou l'éolien terrestre. Je vous transmettrai les dossiers des maîtres d'ouvrage sur ces différents débats publics et vous comprendrez qu'il y a une vraie carence. Arnaud Leroy, l'ADEME coordonne tout ça? Ah non, pas du tout, j'en ai pas cette voix. On est des gens humbles, vous savez. Et je pense que vous êtes un peu sévère avec le CEA, parce que le CEA, dorénavant, il y a quand même une grande partie des équipes qui travaillent sur les énergies nouvelles. Oui, mais pas sur l'éolien. J'ai posé la question à Bernard Bigot, l'administrateur général. Je lui ai dit pourquoi est-ce que le CEA ne sait pas ce que le mot éolien veut dire. Il me dit c'est pas notre truc. En tout cas, Virginie pourra témoigner aussi, à l'IFPEN, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'éolien. Et puis, il y a quand même pas mal de structures dans le CNRS. Il n'y a peut-être pas un CNRE, comme vous l'appelez, dédié, mais il y a quand même, je pense, assez d'expertise dans le pays sur l'éolien pour qu'on puisse avoir des informations consolidées, y compris de la fédération elle-même. À qui on peut aussi faire confiance sur un travail. En tout cas, elle est assez en partenariat avec bon nombre d'instances publiques pour pouvoir produire des données. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux études. Vous savez, si on cherche des excuses, on les trouvera. Si vous cherchez des données sur l'éolien, on en a. Elles ont été ripollinées aussi par l'État, validées par l'État. Quand on travaille sur l'éolien offshore, par exemple, l'ADEME accompagne l'éolien offshore flottant. Donc on a accompagné le parc Mercure, qui a été pendant très longtemps un endroit un peu laboratoire. Donc les données, à l'ADEME, on a quelques personnes qui sont spécialisées dans ces technologies-là, et on est en capacité d'éclairer des débats techniques quand il faut, parce qu'on engage des sommes assez conséquentes. Par exemple, sur les parcs éoliens flottants, les 4 technologies qui sont actuellement testées, c'est bon an mal an, un engagement de l'État à hauteur de 60 à 70 millions par projet. Donc vous imaginez bien qu'avant que l'État s'engage de la sorte, on a eu un travail fin avec des experts qui sont rémunérés par l'État sur la question des technologies disponibles et leur faisabilité, demain leur applicabilité et surtout leur aspect économique. Donc voilà, c'est des éléments très importants. Peut-être qu'il faut à terme créer un centre national de ressources éolien. Moi, je suis prêt à y participer, mais on ne pourra pas le porter. Donc il faut que ce soit quelque chose de collectif. S'il y a une demande gouvernementale dans ce sens, nous, on jouera notre rôle en essayant de consolider, mais il y a déjà beaucoup de ressources qui sont disponibles. Merci Arnaud Leroy pour cette précision. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.